Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Au nom de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, nous sommes très contents de vous accueillir pour ce midi débat électoral sur les finances publiques fédérales. Donc, un midi débat qui porte spécifiquement sur la fiscalité et les enjeux de finances publiques. On a reçu plus de 500 inscriptions pour l'activité d'aujourd'hui. Nous en sommes vraiment contents. C'est sans surprise, dans le fond, que vous avez le goût d'entendre parler, donc, d'enjeux fiscaux, d'enjeux de finances publiques. Pour nous, à la chaire, on pense que ça fait partie de la mission d'offrir un forum de discussion et d'échange sur ces sujets-là, sujets qui, en période électorale, deviennent facilement sensibles. Et donc, si on peut permettre à l'auditoire d'y voir un petit peu plus clair, bien, ça sera mission accomplie et tant mieux. Un petit mot peut-être pour vous dire qu'en juin dernier, la chaire a organisé une journée de réflexion sur les finances publiques fédérales, du Québec et locales. Et sur le plan fédéral, le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, est venu nous dire que dans le contexte actuel, les finances publiques fédérales sont viables pour le moment. Et il y avait d'autres participants qui sont venus quand même dire qu'il y avait une pression sur les finances publiques et qu'il faudra tôt ou tard faire des choix. Donc, peut-être juste vous rappeler, transition démographique, lutte et adaptation au changement climatique, rénovation des infrastructures, dépenses liées à la COVID. C'est beaucoup d'éléments qui vont créer des pressions budgétaires croissantes pour le futur. Donc, dans ce contexte-là, comment doit-on faire face à ces défis? Quelles sont les priorités du gouvernement fédéral? Est-ce qu'il faut changer la fiscalité? Comment on équilibre tout ça? C'est un peu les éléments, sans vouloir orienter le débat, c'est un peu les éléments sur lesquels on aimerait vous entendre aujourd'hui. J'inviterai aussi les panélistes à exposer leur idée, mais non seulement leur idée, mais de dire comment tout ça se concrétiserait dans la vraie vie. Est-ce que, je vais vous donner un exemple sur le plan de la fiscalité. L'idée, des fois, de faire un changement, un crédit d'impôt, l'idée peut être louable, mais est-ce que c'est faisable? Donc, je vais vous donner un crédit d'impôt fictif, là. Parce que, mettons qu'on veut un crédit d'impôt pour augmenter la consommation de tarte aux pommes. L'objectif est louable, tout le monde est pour la tarte aux pommes, surtout à l'automne, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça prend aux contribuables pour avoir droit au crédit d'impôt? Puis, qu'est-ce que ça prend à l'administration fiscale pour s'assurer que la personne qui le demande a vraiment augmenté sa consommation de tarte aux pommes? Donc, vous aurez compris que c'est un exemple fictif. Il n'y a aucun des 5 partis présents ici qui fait cette proposition-là. Donc, on peut aller de l'avant. Donc, avant de continuer, je voudrais aussi remercier notre partenaire financier, la PFF, pour les fiscalistes, et nos nombreux partenaires de diffusion, l'Association des économistes québécois, le Cercle Finance Québec, l'Ordre des comptables CPA du Québec et le Cyrano. Puis, puisqu'on parle du Cyrano, donc j'aimerais offrir nos sympathies parce que le Cyrano a perdu un de ses fondateurs cette semaine, Claude Montmarquette, puis lever notre chapeau au travail de Claude qui a toujours eu les finances publiques au cœur de ses préoccupations. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre animatrice, Mme Hélène Buzetti. Elle est correspondante à Ottawa depuis 1999. Elle était d'ailleurs au débat des chefs mercredi. Elle est donc fin prête. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole à toi, Hélène. Merci beaucoup, Luc. Bonjour à tous et à tous. Ça me fait plaisir d'être ici en cette fin de 4e semaine de campagne et début de sprint final vers le 20 septembre. On peut dire qu'il y a quand même été question pas mal de finances publiques et de fiscalité dans cette campagne, quoique, si je peux me permettre une petite note éditoriale, peut-être pas assez à mon goût. Mais oui, il a été question de choses comme la taxation du patrimoine des plus riches, la bonification ou la modification de l'allocation canadienne pour les travailleurs, la pérennisation ou l'abrogation des programmes de soutien qui ont été créés pendant la pandémie et bien sûr la lutte au déficit. Alors, nous avons aujourd'hui un représentant de chacun des 5 principaux partis qui seront là pour nous exposer
leur vision des finances publiques. Alors, l'activité d'aujourd'hui, juste pour vous guider un petit peu, elle sera divisée en 5 segments. Il y aura 4 blocs thématiques d'une douzaine de minutes chacun et une période de questions du public d'environ 15 minutes. Le premier bloc portera de manière plus générale sur les objectifs gouvernementaux et les finances publiques, le second sur la fiscalité, le troisième sur la gestion budgétaire et enfin le quatrième sur les cadres financiers des partis politiques, de chacun des partis politiques. Alors, pour chacun des 4 blocs, chaque candidat aura un droit de parole de 2 minutes très exactement, et je vais essayer d'être sévère sur le chrono. Et les candidats parleront dans un ordre aléatoire qui a été choisi par tirage au sort par la chaire. Nous nous sommes assurés que chaque candidat ne parlerait pas en premier ou en dernier plus qu'une fois. Alors, évidemment, chers candidats, vous pourrez nous exposer vos idées, ce que contiennent vos plateformes ou peut-être aussi vous attaquer au contenu des plateformes de vos adversaires. Et je le souligne, il n'y aura pas de droit de réplique. Et ensuite, cher public virtuel, la parole sera à vous. Vous pourrez poser des questions aux candidats. Sur votre plateforme Zoom, sous l'onglet « Questions-réponses », vous pouvez aller taper une question en prenant bien soin d'indiquer à quel candidat vous adressez votre question. Vous pouvez l'adresser à un seul ou à la totalité des candidats. L'équipe de la chaire sélectionnera les questions qui auront été les plus populaires et c'est moi qui les poserai. Et à la toute fin, évidemment, chacun d'entre vous aura un petit mot de la fin d'1 minute. Alors, je précise que l'activité d'aujourd'hui est diffusée en ligne. Elle sera également enregistrée et placée plus tard sur le site Web de la chaire dans quelques jours. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos candidats par ordre alphabétique de leur formation politique. Alors, nous commençons donc avec le Bloc québécois. Nous avons pour le Bloc M. Jean-Denis Garon, candidat dans Mirabel. Bonjour. 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 Alors, M. Garon, il est actuellement professeur d'économie à l'École de sciences de la gestion de l'UQAM, où il dirige le programme de baccalauréat en gestion publique. Il est spécialisé en finances publiques et les questions liées au fédéralisme. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université Queen's. M. Garon est également chroniqueur économique depuis plusieurs années au Journal de Montréal. Il a été aussi chroniqueur à Cube Radio, à C'est quoi et dans d'autres médias. Merci d'être avec nous, M. Garon. Pour le NPD, nous avons Mme Ève Péclet, qui est candidate dans Outremont. Bonjour. Bonjour. Mme Péclet est avocate au sein de l'étude à vocation sociale Groupe Action Justice en droit du logement, avec lequel elle défend les locataires dans les dossiers de rénoviction et les victimes de violences conjugales. De 2011 à 2015, elle a été députée à la Chambre des communes pour la circonscription de la Pointe-de-l'Île. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés, Mme Péclet, sur la colline. Elle détient aussi un certificat en affaires publiques et internationales de l'UQAM. Elle milite dans différentes initiatives pour l'accès à la justice avec le Jeune Barreau de Montréal, le Y des femmes de Montréal, et juriste à domicile. Merci d'être là. Ensuite, pour le Parti conservateur, nous avons M. Vincent Duhamel, candidat dans Brome-Missisquoi. Bonjour. 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 Alors, M. Duhamel était président et chef de l'exploitation mondiale de Fiera Capital, une société de gestion de placement indépendante. Il a auparavant été associé et chef de la direction chez Lombard Odier en Asie, où il était responsable des opérations à Hong Kong, Tokyo et Singapour. Il a également été chef de la direction de State Street Global Advisors Asie et de Sale Advisors, de même que directeur général de Goldman Sachs Asset Management Asia. Bonjour, merci d'être avec nous. Pour le Parti libéral du Canada, nous avons Sophie Châtel. Elle est avec nous, candidate dans Pontiac. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, Mme Châtel est bachelière en droit de l'Université de Montréal. Elle détient une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Tiens, tiens. Elle est également membre de l'Ordre des CPA du Québec depuis 2000. Elle a travaillé au ministère des Finances du Canada, l'Agence du revenu du Canada à l'OCDE. Elle a représenté le Canada aux Nations unies, toujours sur des questions liées à la fiscalité et à la finance. Elle a notamment été chef de l'unité des conventions fiscales à l'OCDE, où elle a travaillé à l'élaboration et à la négociation de solutions globales aux défis fiscaux de la numérisation de l'économie.
Et elle a aussi contribué à l'accord international récent pour mettre en place un impôt minimum mondial sur les grandes entreprises multinationales, notamment les géants du Web. Merci d'être avec nous, Mme Chatel. Et enfin, pour le Parti vert du Canada, nous avons Luc Jolicoeur, qui est candidat dans Huntsic-Cartierville. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jolicoeur a été candidat du Parti vert dans Québec à la dernière élection. Il a une formation universitaire en économie, en urbanisme, en finance et en gouvernance de société. Il a été conseiller politique pour le Parti québécois sous les gouvernements de Jacques Parizeau et de Pauline Marois. Il a fait carrière comme gestionnaire au gouvernement du Québec. Il fut directeur des boissons alcooliques et de la gouvernance des sociétés d'État au ministère des Finances du Québec. Il s'intéresse maintenant aux enjeux de gouvernance et réalise des investissements dans des start-up en lien avec la transition énergétique et écologique. Merci d'être avec nous. Alors voilà, les présentations étant faites, on se lance dans le débat avec le premier bloc. Alors, ce premier bloc-là sera un peu plus une question d'ordre philosophique, je dirais. En tant que citoyens, nous élisons des gouvernements pour faire des choix, des arbitrages entre différentes politiques. Alors, ce que nous aimerions savoir de vous aujourd'hui, à cet égard, c'est quelles seraient les grandes priorités, le principal de gouvernement formé par votre formation politique. Dans quel objectif général s'inscrirait votre action gouvernementale? Est-ce que c'est, je sais pas, la réduction des inégalités, la lutte au changement climatique, la stabilisation économique, la décentralisation vers les provinces, etc., etc. Et on aimerait aussi savoir, dans ce bloc, comment vous envisagez la relance économique post-pandémie, quelles devraient être les priorités dans le cadre de cette relance. Alors voilà, tout est dit. Alors, dans l'ordre, je le rappelle, qui a été établi au SAR, nous commencerons par entendre Mme Péclet, ensuite M. Garon, M. Duhamel, Mme Chatel et M. Jolicoeur. Vous avez, je le rappelle, 2 minutes top chrono chacun. Mme Péclet, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mme Musetti. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de finances publiques sans parler des inégalités grandissantes au Canada et de la concentration de la richesse. Les derniers chiffres du directeur parlementaire du budget, vous en avez fait référence au début dans la présentation, démontrent que 1% les plus riches au Canada possèdent plus que 25% de la richesse, alors que le 40% plus pauvre ne possède que seulement 1,2%. Alors, il y a des inégalités qui sont inacceptables et je pense que, écoutez, les gens l'ont de plus en plus difficile. Là, je l'ai vu, je milite fondamentalement au niveau de la crise du logement dans des cliniques juridiques. Je l'ai vu tous les jours, les gens en arrachent de plus en plus. Alors, je pense que la lutte aux inégalités doit être une partie intégrante de la politique budgétaire, non seulement pour soutenir une transition post-COVID qui est verte et plus égalitaire, mais aussi pour s'assurer de pouvoir faire face à plus long terme à des crises. Parce qu'on sait que les conséquences d'une crise sont exacerbées par les inégalités et surtout, ça entraîne des conséquences qui sont disproportionnées sur les populations vulnérables et ça rend plus difficile une sortie de crise. Alors, notre politique, là, ce qu'on vous présente, c'est une vision ambitieuse, une vision qui est inclusive de lutte aux inégalités, tout en présentant un Green New Deal canadien. Donc, lutter contre la crise du logement, investissement massif public dans les logements sociaux, lutter contre la spéculation immobilière, augmenter les transferts en santé, mais aussi l'accessibilité aux soins de santé mentale, la diminution des prix des médicaments, soutien immédiat aux populations les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Puis toutes ces politiques-là là, vont être accompagnées de mesures concrètes en fiscalité dont je vais parler dans le prochain bloc, mais tout ça justement pour subventionner, pour soutenir la création d'emplois durables, la lutte au changement climatique. C'est vraiment avec une vision ambitieuse, exhaustive qu'on peut sortir de la crise pandémique et qu'on peut investir dans nos communautés pour lutter contre les inégalités. Bravo, c'est top chrono 2 minutes. On garde ça comme ça. Alors, Monsieur Garon, vous êtes le suivant. Allez-y. Merci, mais regardez bien, on vit 2 crises en même temps. D'abord, on a une crise climatique, aussi on a une crise de la COVID. La crise de la COVID va nécessiter une relance. Au Bloc québécois, on est d'avis qu'il faut utiliser cette opportunité-là et que la relance économique post-COVID doit se faire au service d'une économie verte. On propose un plan clair pour de la finance verte, mettre à profit nos banques, pas seulement les contribuables, la péréquation verte, mettre fin aux subventions pétrolières et aux mauvais signaux envoyés parfois par le gouvernement du Canada aux pétrolières, comme quoi ils sont too big to fail. Ça fait partie intégrante de notre plan. Maintenant, évidemment, il y a des considérations d'équité fondamentales
dont on doit tenir compte. On doit tenir compte de nos aînés, par exemple, dont le pouvoir d'achat est diminué et pour qui, depuis 2019, on demande des bonifications des pensions fédérales. On doit penser aux pénuries de logements et dans ce cadre-là, on doit augmenter l'offre de logements, aider les provinces et aider le Québec à financer des programmes de logement. Et aussi, on doit avoir au centre de nos préoccupations la pénurie d'emplois. Moi, quand je me promène dans ma circonscription, quand je me promène au Québec, tous les entrepreneurs me parlent de pénurie d'emplois. Alors, il faut qu'on savait depuis longtemps que cette pénurie arrivait. Il ne fallait pas l'aggraver. Maintenant, il faut que les politiques de relance, les politiques d'aide aux particuliers fassent en sorte qu'on n'aggrave pas cette crise et qu'on cesse de l'aggraver. Finalement, il faut respecter les compétences des provinces. Il faut faire les transferts en santé qui soient inconditionnels, cesser de mettre des conditions dans les CHSLD. L'argent fédéral ne doit pas servir dans aucune circonstance à financer des rondes de négociations fédérales, provinciales interminables et ajouter des couches de fonctionnaires là où on a des besoins réels, urgents et immédiats sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Vincent Duhamel maintenant. Merci, Mme Busetti. J'ai fait 35 ans en finance, dont la plus grande partie de ma formation pratique a été faite en Asie au début de la crise économique asiatique. Et ce qu'on a appris très rapidement, c'est l'importance d'un équilibre budgétaire, au moins d'avoir un plan vers un équilibre budgétaire à cause des coûts que ça engendre pour toute une population d'un pays lorsqu'on perd le contrôle de nos finances publiques. Depuis 6 ans, nous n'avons entendu absolument aucun discours par rapport à avoir une certaine rigueur et discipline à nos finances publiques et avec les leviers qui existent sur les finances publiques pour s'assurer d'un équilibre budgétaire. Les leviers étant les taxes. On est devenu de plus en plus probablement le 4e pays le plus cher fiscalement au monde après le Japon, la Suède et la France, que sur notre croissance économique qui a été anémique même avant la pandémie. On parle surtout avant la pandémie. La pandémie, c'est une autre situation qui, évidemment, on doit normaliser. Et on pense aussi au déficit encouru où les libéraux n'ont jamais été capables de respecter les déficits qu'eux-mêmes présentaient à leur budget. Le plan conservateur est vraiment, de ramener les travailleurs qui ont été sortis au cours de la dernière année et demie et leur redonner la possibilité des qualifications pour créer les incitatifs pour les ramener sur le marché du travail et puis de profiter de cette situation de crise afin d'adresser certaines inégalités pour les plus démunis qu'on a au Canada, qui doivent être adressés pour être capables de se repositionner à long terme comme une économie grandissante, florissante et croissante. C'est la seule façon qu'on va être capable de revenir vers un équilibre budgétaire qu'on met vers un objectif d'à peu près 10 ans. L'importance de l'équilibre budgétaire est pour créer la résilience envers la prochaine crise. Il n'y a aucun doute qu'on va avoir une prochaine crise. Ça arrive à peu près toutes les 10 années. Et le bilan qu'on a maintenant, la croisée des chemins où on est, nous permettrait peut-être pas d'être viable, comme le directeur du budget parlementaire a déclaré au dernier symposium. Merci beaucoup. Top chrono toujours. Madame Châtel, la parole est à vous. Merci, Madame Busetti. Oui, premièrement, faut reconnaître vraiment le soutien stratégique extraordinaire du gouvernement libéral durant une crise sans précédent depuis la Grande Dépression. Avec le support, avec le soutien qu'on a fait à tous les secteurs de l'entreprise, on a évité des faillites en cascade, on a protégé le tissu économique. Et ça ne peut pas être plus contrastant qu'avec l'approche des conservateurs en 2008, quand il y a eu une crise à ce niveau-là. On avait fait vraiment trop peu, trop tard, et ça nous a pris 10 ans à reprendre, alors que maintenant, au sortir d'une crise, on voit une relance économique dynamique et extraordinaire. Donc, c'est vraiment formidable le travail qui a été fait. Puis cette stratégie-là va continuer parce qu'on a déjà des crises devant nous. On en a 2. On a le changement climatique, il faut s'y attarder, le vieillissement de la population. Alors, à long terme, la croissance économique, c'est ce sur quoi les libéraux misent. On a une stratégie à 3 niveaux. Le premier, c'est la relance verte. Donc, vraiment, oui, on a les grands défis du changement climatique, mais aussi, c'est une opportunité de changer, de faire évoluer la croissance économique et être en avant, être un leader mondial sur la scène économique et au sein du G7.
C'est des milliards de dollars d'investissement dans tous les secteurs, qu'on parle du citoyen avec les voitures électriques, la rénovation écologique, mais les entreprises, un virement technologique, l'énergie, tout le secteur de l'énergie. Deuxièmement, on veut être un chef de file pour les emplois du futur, mais troisièmement, répondre aux besoins, aux enjeux sociaux, faire en sorte que tout le monde ait sa place dans notre économie. Merci beaucoup. Et enfin, finalement, M. Jolicoeur, allez-y, 2 minutes. Merci. Bonjour. Donc, revenons rapidement sur certaines choses qui ont été dites. L'équilibre budgétaire, c'est quelque chose d'important, certes, mais la réglementation par le gouvernement des activités financières aussi, c'est très important. Et la crise de 2008 n'a pas été causée par des problèmes budgétaires, elle a été causée par la déréglementation et la philosophie de déréglementation constante qui a été mis en place depuis de nombreuses années. Donc, ça prend des règlements équilibrés. C'est la même chose dans le domaine de l'environnement. Il faut, pour que les entreprises puissent prendre les bonnes décisions, que l'environnement réglementaire et économique soit prévisible. Alors, la crise, oui, il faut se préparer à une nouvelle crise. Non, on est déjà dans une crise. On est dans une crise pandémique, certes, mais on est dans une crise climatique. On vit le réchauffement climatique. Il faut commencer à s'y adapter dès maintenant. Mais ce qui s'en vient, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est le dérèglement climatique. Et ça, c'est un risque considérable. Il y a des gens qui prennent des décisions en affaires avec des niveaux de risque beaucoup moins élevés que celui qui s'en vient du dérèglement climatique. Je voulais dire beaucoup plus élevé que celui qui s'en vient, puis qui sont prêts à prendre des paris. Est-ce qu'on veut prendre un pari sur la disparition de notre société civilisée? Non. Alors, il faut investir massivement. Les États-Unis sont en train de le faire. Les autres pays du G7 sont en train de le faire. Il faut que le Canada suive. Les libéraux n'ont pas fait grand-chose. Les émissions de GES ont augmenté à chaque année sous les libéraux durant les 6 dernières années. Ce que nous proposent les conservateurs, ce n'est pas suffisant. Alors, il faut faire beaucoup plus. Il faut envoyer un message clair aux différents partis politiques et ça prend des députés verts du Québec au Parlement canadien. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à notre premier bloc. On passe maintenant au bloc numéro 2 qui porte spécifiquement sur la fiscalité. Alors, vous venez de nous indiquer les grandes priorités générales de vos partis respectifs. Évidemment, l'atteinte de ces objectifs engendrera des coûts. Alors, on veut savoir comment vous les couvririez, ces coûts-là. Est-ce que vous prévoyez, par exemple, des changements ou des réformes au régime fiscal? Est-ce qu'on devrait ajouter de nouvelles mesures fiscales, en abolir? Si oui, évidemment, lesquelles? Et, de manière générale, prévoyez-vous augmenter ou réduire les revenus fiscaux? Alors, cette fois-ci, l'ordre aléatoire accordera la parole en premier à M. Duhamel, ensuite Mme Chatel, M. Garon, M. Jolicoeur et Mme Péclet. À la maison, je vous rappelle que si vous avez des questions, c'est sur la plateforme Zoom. Vous allez sous l'onglet « Questions et réponses » et vous nous écrivez en précisant à qui s'adresse votre question. Alors, on commence avec M. Duhamel. 2 minutes. Je me suis assis il y a à peu près 3 ans avec M. Morneau à un événement social et puis il m'avait dit les libéraux, en 2015, ont promis d'augmenter les impôts pour les riches. Ils ont réussi. Les libéraux ont promis aussi de diminuer les impôts pour la classe moyenne canadienne. Les dernières statistiques que j'ai vues, c'est entre 67 et 81 % des Canadiens de la classe moyenne payent maintenant plus d'impôts à cause de toutes les annulations de crédits d'impôt qu'ils ont fait. Ils ont diminué le niveau de taxes, mais ils ont enlevé toutes les différentes exemptions qui existaient. Le Canada maintenant est rendu le 4e pays le moins compétitif dans ses niveaux de taxation, comme je disais avant, avec la Suède, la France et le Japon qui sont en avant du Canada. À court terme, on peut faire une chose, c'est simplifier la bureaucratie qui existe dans la fiscalité canadienne. Une des solutions que nous avançons, c'est évidemment le rapport d'impôt unique. Le Québec fait déjà le travail, le Canada dédouble le travail. Ça ne sert absolument à rien de créer les mêmes formules, les mêmes approches et avoir les impôts, un dédoublement des impôts à faire. Il faut aussi rendre l'Agence du Revenu Canada un partenaire qui, jusqu'à maintenant, a été, somme toute, très sévère et s'assurer, par exemple, que les gens qui font des erreurs honnêtes ne soient pas traités comme des fraudeurs à répétition en fiscalité. Il y a toute une question d'attitude à changer envers Revenu Canada là-dessus. À moyen terme, on doit absolument revoir l'ensemble de l'enveloppe fiscale canadienne pour la rendre plus équitable et plus compétitive.
il y a une série de mesures qui doivent être mises en place, surtout pour amener plus d'innovation, plus de recherche et de développement au Canada. On a mis certains points dans le programme. J'allais dire le plan, mais j'essaie de trouver un autre mot que le plan parce que c'est un mot populaire chez nous, dans le programme pour s'assurer que nous pouvons encourager les entreprises à innover en technologie propre surtout. Et puis surtout, finalement, les entreprises numériques, de trouver une façon de les taxer d'une façon équitable. Si on ne trouve pas de solution, de faire 3 % des revenus qu'ils génèrent au Canada. Merci beaucoup. Madame Châtel. Oui, en fait, le but principal d'une fiscalité qui va supporter une économie qui fonctionne pour tous, c'est que chacun paye sa juste part d'impôt. J'y ai dédié ma carrière. Et le Parti libéral, depuis 2015, on l'a vu, ont augmenté les impôts du 1 % de gens qui gagnent plus et s'assurer que la classe moyenne et les PME gardent plus de ce qu'elles gagnent. Et ça, c'est un des critères, une des distinctions philosophiques entre le Parti libéral et le Parti conservateur, parce que les libéraux, la classe moyenne, l'agrandissement, s'assurer que l'économie alloue une part à tout le monde équitable dans l'économie, c'est le moteur de notre économie et c'est là-dessus qu'on mise. Ce n'est pas à donner des congés fiscaux, des subventions ou des crédits ou une diminution de l'impôt pour ceux qui sont déjà grands, déjà profitables, parce que ça ne retombe pas. C'est pas vrai que ça a des retombées sur notre économie. Il faut miser sur la classe moyenne. Depuis 2015, on a fait beaucoup. Moi, personnellement, avec le gouvernement du Canada aussi, on a négocié une entente historique pour imposer au minimum toutes les grandes entreprises multinationales, y compris les géants du Web. On a conclu cette entente-là en juillet cette année. Il faut maintenant la mettre en œuvre. Mais c'est pas tout. On a d'autres défis aussi qui nous attendent. On va en parler plus tard, mais la tarification du carbone, c'est important. Mais pas juste au Canada. Il faut s'assurer que tous les produits qui viennent, par exemple, d'un pays qui n'aurait pas d'imposition sur le carbone, qui soient aussi tarifés ici pour éviter la compétition déloyale. Donc, des grands enjeux en fiscalité. Merci beaucoup. Monsieur Garon. Merci. D'abord, je suis très content qu'on parle de rapport d'impôt unique. C'est pourquoi les conservateurs ont voté contre. Donc, je pense qu'un gouvernement minoritaire, ça aiderait pour nous assurer de ça. Et moi, j'aimerais parler de l'équilibre budgétaire des provinces. Parce que présentement, il y a un déséquilibre majeur qui fait en sorte que d'ici quelques années, le budget des provinces sera de plus en plus cannibalisé par les budgets de la santé. Les coûts de système couverts par le transfert canadien en santé sont passés depuis quelques années de 22 à 35, coupés par les conservateurs, dans le fond mal indexés, même chose par les libéraux, et toutes les provinces et le Québec le demandent. Alors, quand on parle de retour à l'équilibre budgétaire, il faut comprendre qu'il y a du pouvoir de taxation. La Constitution rend ça presque illimité pour Ottawa en termes d'outils, et pour les provinces, c'est plus limité. Il faut penser à nos municipalités également. Moi, les maires de ville m'en parlent. Les conditions fédérales sur les programmes d'investissement font en sorte que nos municipalités, leurs projets, ne se qualifient souvent pas via les provinces pour ces investissements-là. C'est un problème. Maintenant, ces dernières années, le gouvernement fédéral a envoyé un message fort aux pétrolières. Le message, c'est si vous vous plantez avec des investissements qui ne fonctionnent pas, on va acheter vos pipelines, on va vous subventionner. Vous êtes too big to fail. On veut, nous, au Bloc québécois, faire de la pression et proposer la fin aux subventions des énergies fossiles. C'est faux qu'on peut utiliser l'argent des oléoducs pour financer la transition écologique et énergétique. C'est faux. Il n'y a aucun scénario de transition qui est compatible avec davantage de forage. On veut aussi une fiscalité de solidarité. Il y a certaines entreprises, certaines très grandes entreprises qui ont bénéficié de la crise, qui ont fait ce qu'on appelle des surprofits. Et nous, on est d'avis qu'on doit leur envoyer une facture d'impôt spécial et qu'elle doit être étalée sur 5 ans. Et ça permettrait d'ailleurs d'aller chercher près de 12 milliards par année sur une période de 5 ans. C'est une question d'équité. Alors nous, on s'intéresse à l'équité envers les contribuables, envers les provinces également, mais aussi à la continuité dans la fourniture des services publics. Merci beaucoup. Monsieur Jolicoeur, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc, il y a des choses qui se disent ici sur lesquelles je pense que tout le monde peut être d'accord. Il faut en faire davantage pour la classe moyenne. Il faut aussi un régime fiscal prévisible, équitable.
Il y a des choses, par contre, que je ne peux pas être d'accord. Tu sais, je veux dire, c'est clair que, oui, l'équilibre budgétaire, les conservateurs l'ont fait, mais ils l'ont fait sur le dos des provinces. Donc là, je rejoins le bloc là-dessus. Ça prend plus d'argent pour la santé, ça prend plus d'argent pour les programmes sociaux. Ça va prendre de nouvelles sources de revenus, mais il va aussi devoir s'attaquer sérieusement, le prochain gouvernement, à l'évasion fiscale et aux paradis fiscaux. Il faut en faire beaucoup plus de ce côté-là. La taxe carbone, évidemment, ça envoie un message clair au marché quand on paye le vrai prix de la pollution. Ça fait des années qu'on en parle. Il faut la mettre en place et surtout l'augmenter. Donc, il faut que ça se fasse à travers le Canada, pas juste au Québec. Donc, on doit en faire beaucoup plus pour vivre dans une société plus équitable, mais surtout adresser le risque de dérèglement climatique. Et pour ça, ça prend des investissements dans une relance verte. C'est en train de se faire aux États-Unis, ça se fait en Europe. On doit faire la même chose au Canada et on doit le faire plus rapidement. Et c'est ce qui va être bon pour nos entreprises parce que le plus vite qu'on va adopter des nouvelles technologies qui réduisent les émissions, qui réduisent les nuisances, le plus vite ces entreprises-là vont s'adapter, vont pouvoir exporter ces nouvelles technologies-là à travers la planète. Donc, la vision des Verts est claire, elle est simple, elle a toujours été là depuis 30 ans. Maintenant, il serait temps que les autres partis politiques s'y joignent. Une société juste, une société où on prend soin de l'environnement, qui est notre véritable capital et qu'il faut préserver à tout prix parce que c'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Merci beaucoup. Et enfin, Mme Péclet, allez-y. Bien, moi, quand je pense à fiscalité, je pense à la capacité de l'État d'aller chercher des revenus. Puis je pense que c'est important de mentionner que dans les 50 dernières années, le gouvernement a coupé massivement dans les taux d'imposition des grandes entreprises. On parle, là, en 1964, c'était 41 % alors que depuis aujourd'hui, elle est à 15 % On est un des pays où est-ce que les larges entreprises payent le moins dans l'OCDE. Et on parle ici d'une perte de revenus pour le gouvernement fédéral de 63 %. Alors, la capacité d'État d'aller chercher de revenus passe justement dans la lutte à la concentration de la richesse et aux inégalités. Alors, on est les seuls à proposer, de ce que j'ai entendu ici, des politiques ambitieuses pour s'assurer une redistribution de la richesse et de lutter contre les inégalités. La taxe sur la richesse de 1 % pour l'accumulation de la richesse de 10 millions de dollars et plus. La taxe sur les profits excédentaires des grandes entreprises pendant la COVID, puis j'ai plusieurs chiffres. J'invite les gens à me poser des questions après, je vais pouvoir en parler. Une seule fois, une taxe de 15 %, augmenter le taux d'imposition des grandes entreprises de 3 %, lutter contre l'évasion fiscale, investir au moins 100 millions de dollars dans l'Agence du revenu pour rapatrier l'argent qu'on perd, rendre notre régime fiscal plus équitable et plus progressiste en augmentant le montant des bénéfices de placement assujettis à l'impôt à 75 %. Donc, c'était le taux qui était en vigueur en l'an 2000. Éliminer complètement la déduction pour option d'achat d'actions qui impose la rémunération des élites des entreprises à la moitié des taux des autres revenus d'emploi. Alors, vous voyez ici, on a un régime fiscal qui permet la concentration de la richesse. Alors, on a de l'argent, on est capable. Il faut juste avoir la volonté d'aller la chercher. Puis c'est avec cet argent-là qu'on va pouvoir financer massivement les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, la recherche et le développement pour créer une transition juste, un Green New Deal canadien. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes maintenant à notre troisième thème, et celui-là, il parle de la gestion budgétaire du gouvernement. Alors, l'atteinte de vos objectifs, les changements à la fiscalité que vous venez tout juste de prioriser auront nécessairement une incidence sur le solde budgétaire de l'État. Alors, on sait que la pandémie a entraîné un déficit record de 335 milliards de dollars en 2020. Aucun retour à l'équilibre budgétaire n'est prévu à court ou même à moyen terme. Même avant la pandémie, il y a eu une succession de 5 exercices financiers déficitaires consécutifs. Et le tout, quand même, il faut le dire, avec un ratio dette-PIB qui était autour de 31-32 %. On est quand même pas mal plus haut que ça maintenant. Alors, on aimerait savoir qu'en pense votre parti de tout ça. Quel est le niveau de déficit et d'endettement que devrait viser le gouvernement au cours des prochaines années? À quelle vitesse devrions-nous revenir à l'équilibre budgétaire? Et plus largement, quelle est votre vision pour s'assurer que les fonds publics sont bien administrés et qu'on trouve un certain équilibre entre répondre aux besoins d'aujourd'hui et prévoir ceux de demain? Alors, c'est M. Garon qui ouvrira le bal cette fois-ci.
suivi de M. Duhamel, M. Jolicoeur, Mme Péclet et enfin Mme Châtel. 2 minutes chacun toujours. M. Garon, allez-y. Il faut comprendre les finances publiques dans une fédération comme des vases communicants. Lorsqu'on regarde le PIB, puis là, moi j'entendais parfois la ministre dire on a commencé la crise dans une situation qui était enviable d'un point de vue de la dette sur le PIB, il faut aussi considérer les provinces. On est dans une situation, il faut être réaliste, où on va maintenir pendant un certain temps un ratio dette-PIB relativement stable, mais relativement élevé. La crise a été majeure. C'est vrai qu'on avait de l'espace pour bouger, mais il faut l'accepter. Maintenant, on est aussi dans une situation de transition démographique. On est aussi dans une situation où il faut faire la relance verte et ça passe énormément par les provinces. Alors moi, quand je parle des fameux 28 milliards de transferts en santé qui doivent être indexés à 5 là, qui est un plancher, qu'on parle de l'augmentation des coûts de système, c'est pour être capable de maintenir ce ratio dette-PIB-là à la fois dans les provinces et à la fois au gouvernement fédéral de façon, je vous dirais, de façon viable à moyen terme. Les conservateurs vont vous offrir un déficit zéro. Ils ont fait la stratégie sur Harper qu'on appelle Starve the Beast. Ils ont cessé de se mêler des affaires des provinces. Ils ont coupé l'indexation des transferts en santé en 2. Les provinces sont payées pour ça. Ça fait partie de l'endettement public. Maintenant, bien qu'on doive agir avec force, et nous, on a travaillé, moi, je me rappelle, j'en ai fait partie, on a travaillé avec le ministre Morneau à l'époque. La table de décision nous a appelés pour avoir des suggestions. Il faut être prudent. Il faut être prudent dans notre façon de donner des incitatifs. Arrêter la PCRE ou la suspendre seulement après l'élection, c'est pas responsable. Ça nous enlève de la marge de manœuvre qu'on n'aura pas plus tard. On ne sait pas quelle vague va arriver. C'est un problème. Il faut faire attention dans notre façon de créer des incitatifs. On aurait dû, par exemple, mettre en place la subvention salariale le plus rapidement possible avant de donner la PCU, de telle façon à maintenir les liens d'emploi. Le Québec fait face à une crise de la main-d'œuvre et on doit être à la fois prudent, à la fois actif et à la fois conscient que les activités et les conséquences des décisions du fédéral se font sentir de plein fouet sur les provinces. Merci beaucoup. Monsieur Duhamel, allez-y. L'endettement est évidemment un gros point. Je suis d'accord avec mon collègue à ma droite qu'on doit toujours combiner le fédéral avec le provincial dans toutes les statistiques d'endettement que nous regardons. Et la situation n'est pas très bonne, surtout quand on considère le vieillissement de la population, changement climatique ou les inégalités sociales qu'on a, ou même une future crise qu'on va devoir faire affaire. L'équilibre budgétaire a commencé avec les libéraux de l'époque de M. Jean Chrétien et Paul Martin. Les libéraux, maintenant, n'ont malheureusement pas eu aucune crédibilité à le faire jusqu'à maintenant. En pré-pandémie, quand on pense à un équilibre budgétaire, il y a 3 composantes, les taxes, le déficit et la croissance. En pleine pré-pandémie, on a eu des taxes qui ont augmenté. C'est, comme je disais avant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. 81 les statistiques que j'ai vues, c'est 81 des Canadiens moyens payent plus de taxes maintenant. On a eu des déficits qui ont été 3 fois plus élevés que tout ce que les déficits qu'on annonçait à chaque fois. Et puis, on a une croissance économique anémique qui était probablement la plus basse depuis les 35 dernières années au Canada. Nous devons maintenant rectifier pour s'en être dans une direction d'équilibre budgétaire. On ne va pas le faire immédiatement, mais il faut le faire justement pour être capable d'arrimer et prendre les coups prochains qu'on va avoir avec soit une province ou avec nos systèmes de santé ou vieillissement de la population. Le programme conservateur a été très clair sur ces transferts de santé qui vont être faits. Transferts de santé pour s'assurer, sans condition évidemment, s'assurer que les provinces qui ont le champ de compétences pour faire ces décisions-là soient le mieux équipées pour prendre des décisions qui sont adaptées à leurs besoins très spécifiques de leur population. C'est un engagement qui a été fait par M. O'Toole et puis qui a été sans équivoque de tous les partis qu'on a au niveau fédéral. Merci beaucoup. Maintenant, M. Jolicoeur, allez-y. Bon, on vient de parler de taxes, déficit et de croissance. Bien, sur les taxes, je vais en parler au prochain segment. On a identifié de nouvelles sources de revenus qui pourraient être utilisées pour s'attaquer au dérèglement climatique, s'adapter au réchauffement climatique et vivre dans une société plus équitable. Les programmes sociaux au Canada nous ont bien servi. Ça fait partie de notre compétitivité comme pays, ça attire des entreprises. Donc, c'est bien beau parler de taux de taxation. Il faut aussi regarder qu'est-ce qui est offert. On pourra parler du programme des garderies qui a donné une augmentation de la participation des femmes sur le marché de la main-d'œuvre et qui est un avantage pour les entreprises. Donc, il ne faut pas regarder les choses de façon pointue, il faut regarder les choses de façon globale. Sur le déficit, c'est quoi un déficit? C'est
des dépenses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne devrait peut-être pas faire, et c'est aussi des investissements qu'on fait pour l'avenir. Il faut toujours départager les deux. Alors, c'est bien beau parler de déficit, mais il faut se poser la question, dans ce déficit-là, quel est l'argent qu'on met de côté pas qu'on met de côté, qu'on investit pour des choses qui vont nous servir plus tard, qui vont nous faire sauver de l'argent, qui vont nous donner un meilleur développement économique. Et donc, quand on parle de crise climatique, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Enfin, pour ce qui est de la croissance, le cadre financier, on va parler tout tantôt, mais le cadre financier des conservateurs est extrêmement ambitieux et je pense pas qui vont y arriver avec des prévisions de 3 % de croissance. C'est extrêmement ambitieux. Donc, c'est facile de promettre des choses, mais il faut que ça soit crédible, il faut que ça fonctionne. C'est la même chose pour leur programme de garderie. C'est pas crédible, ça ne fonctionne pas. Au Québec, on a un programme qui fonctionne très bien. Mettons ça en place à l'échelle du Canada. Ayons un programme universel. Ça nous a bien servi dans le passé. Merci beaucoup. Et je passe la parole maintenant à Mme Péclet. Bien, je pense que le point sur la gestion budgétaire et l'équilibre budgétaire vient avec mon point précédent sur la fiscalité. Encore une fois, c'est que on doit aller chercher l'argent là où est-ce qu'il est. On peut promettre beaucoup, on peut dire on des milliards de dollars là-dessus, des milliards de dollars, mais qui va payer pour l'après-pandémie? Les compagnies les plus grosses au Canada et les plus riches se sont enrichies de milliards de dollars pendant la pandémie. C'est eux qui devraient payer pour la relance économique verte. Alors, je pense que déjà là, si on parle de gestion budgétaire, il faut aller chercher l'argent où est là et il faut lutter contre la concentration de la richesse au Canada à la place de tout simplement laisser ça aller. Je pense que c'est important aussi, puis je rejoins mon collègue du Parti vert. Il y a une étude du Swiss Re Institute là, qui dit que si aucune mesure d'atténuation et si on ne lutte pas de manière drastique contre les changements climatiques, le PIB mondial va perdre 18%. Fait que c'est beau, j'entends les libéraux dire le plan du NPD, ça va nuire au PIB du Canada, mais si on fait rien, le Canada risque de perdre jusqu'à 10% de son PIB. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Swiss Re Institute. Alors, la vérité, c'est qu'il faut un plan ambitieux et c'est ce qu'on propose, c'est de créer une banque canadienne du climat en abolissant les subventions pétrolières et en utilisant l'argent qui n'a pas été utilisé par les libéraux dans leur banque d'infrastructure pour créer un moteur économique global qui va aller investir dans nos communautés, qui va aller investir massivement dans la formation et dans le recyclage des compétences des travailleurs, dans le perfectionnement des compétences pour pouvoir créer des emplois durables, réinvestir dans la recherche et le développement et aider justement le Canada à devenir un chef de file pour la lutte au changement climatique tout en investissant massivement dans nos provinces, dans nos municipalités et dans nos communautés. Merci beaucoup. Et enfin, Mme Chatel. Merci. Grâce à la gestion financière prudente du Parti libéral avant la pandémie et après et pendant la pandémie, le Canada a l'une des situations budgétaires les plus solides des pays développés. Et ça, vous n'avez pas juste à me croire ou croire ma parole. Regardez le Fonds monétaire international qui a bien dit que et tous les statistiques le démontrent, la dette nette du Canada en proportion de son PIB est la meilleure. Donc, comment ça se fait? Quand on entend les conservateurs qui essaient de faire peur pour dire qu'on n'est pas responsable, les libéraux, c'est faux. Il faut vraiment regarder la croissance. On l'a vu, on a fait des investissements, on a misé sur la croissance économique et non pas les coupures. Non, qui rétractent l'économie, mais vraiment l'investissement. Quand on investit dans notre économie, on croît avec elle, on a plus de revenus et nos déficits descendent, diminuent. La preuve, regardez, avec tous les investissements qu'on a faits, on a 60 milliards de moins de déficit cette année. C'est la preuve que ça fonctionne. Donc, investissons. Il faut diminuer la dette, oui, et c'est la dette qu'il faut regarder. Et si vous regardez notre plateforme, c'est bien indiqué que les investissements vont continuer, mais c'est pour vraiment saisir toutes les opportunités d'un changement
d'un virage à une économie plus numérique, à une économie verte, à être vraiment un chef de file mondial au niveau de l'économie. Et ça va fonctionner, ça va nous apporter. La dette va diminuer et elle diminue en proportion du PIB. Elle va atteindre 49 % de notre PIB en 2025. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à notre troisième bloc. On en arrive à notre quatrième et dernier bloc, celui sur les cadres financiers. Et je repasse pour l'occasion la parole à Luc. Merci, Hélène. Donc, comme tu peux le constater, je ne suis pas très tannant jusqu'à maintenant. Non, je laisse pas la trop. place Eux non plus, ils respectent les temps. panélistes, c'est ça. Et je voulais prendre quelques secondes pour le début de ce bloc-là pour parler un peu de l'importance des cadres financiers. Puis d'abord dire c'est quoi aux gens. Le cadre financier des partis politiques, c'est de dire quels seront les revenus collectés, les dépenses faites en tenant compte de leurs promesses ou de leur engagement. Et donc, l'effet sur le solde budgétaire, déficit, surplus, déficit dans le cas qui nous concerne, et l'endettement. Donc, des fois, les journalistes me demandent à quoi ça sert de faire un cadre financier. On va essayer de voir ça un peu. Moi, je crois à l'utilité de cet outil-là. J'en fais la promotion, même si les partis ont encore à apprendre pour mieux utiliser ou pour mieux révéler l'importance de cet outil-là. Donc, pourquoi les cadres financiers sont importants? Bien, c'est parce que ça force les partis politiques à chiffrer leurs promesses. Ça force à dire, regardez, avec nos promesses, on va collecter plus d'argent, combien, ou on va faire des dépenses à un niveau plus élevé, de quelle nature que ce soit. Donc, ça les force à présenter le nouveau solde budgétaire une fois que leurs promesses, ça les force peut-être des fois à dire comment ils vont financer leurs promesses, laquelle coûte plus cher que d'autres, donc mettre un ordre de grandeur dans les engagements qui sont pris. Et c'est ça. Donc, c'est un peu l'idée. Puis pour les citoyens, bien, ça permet de voir, avant de voter, l'impact de leur choix sur l'impact des partis politiques. Donc, pour ce faire, si on veut faire un cadre financier, le directeur parlementaire du budget à Ottawa produit depuis quelques élections déjà un cadre financier de référence. Donc, avant le déclenchement de l'élection, il dit « Si vous ne faites aucune promesse puis que l'économie évolue comme on le pense, voici les déficits que nous aurons pour les 5 prochaines années. Voici les revenus, les dépenses, les déficits et la dette. » Et c'est à partir de ça, ça devient la Bible ou le socle. Puis les partis doivent, à partir de ça, chiffrer leurs promesses et voir quel est l'effet, donc, comme je le dis, sur le solde budgétaire ou sur l'endettement. Bon. Pour le moment, ce n'est pas tous les partis politiques qui présentent des cadres financiers. On a 5 partis ici. Il y en a 3 qui ont présenté des cadres financiers. Il y en a 2 qui l'ont fait sur 5 ans. Puis il y en a un seul qui a montré les effets sur l'endettement. Donc, vous voyez, il y a encore place à amélioration. Je ne nomme pas lesquels, là. Je ne suis pas ici pour faire de... Je nomme pas lesquels, mais bon. Fait que j'ai donc très hâte maintenant de vous entendre pour voir, clarifier l'incidence de vos engagements sur les finances publiques canadiennes. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va faire un petit peu différent pour ce bloc. Je vais vous lancer, vous donner la parole, mais avec une petite question aussi pour égayer tout ça un peu. Alors, on commence avec vous, Mme Châtel. Alors, ce qui a attiré beaucoup l'attention, évidemment, c'est l'absence d'un horizon de retour à l'équilibre budgétaire dans votre cadre. Alors, expliquez-nous pourquoi il ne faudrait pas s'en inquiéter. Je pense que tout d'abord, quand on parle de dette, de déficit, moi et le parti, on regarde beaucoup l'impact de la dette. Et tout à l'heure, quand je disais que le Canada est l'un des meilleurs pays du G7 à avoir un ratio dette nette par PIB au niveau de tous les pays développés, ça comprend la dette provinciale et de toutes les administrations. Donc, on est en santé financière. Et ce n'est pas le moment de s'obséder sur le déficit parce qu'on a besoin de croissance. Tant qu'on a un potentiel de croissance, il faut le saisir. Tous les entrepreneurs vont le reconnaître. Quand une entreprise a un potentiel de croissance, on l'utilise parce que ça veut dire un agrandissement des revenus aussi. Donc, on vraiment mis sur la croissance et l'investissement pour arriver là. On parle des défis du vieillissement de la population. Il faut miser sur l'immigration, sur l'emploi, etc. Il faut créer notre économie de l'avenir. Je regardais le cadre financier des conservateurs qui se disent « Nous sommes les gestionnaires financiers », mais il y a un flou par rapport à l'équilibre, l'atteinte de l'équilibre budgétaire. On ne le voit pas dans leur plan financier, pas du tout. Est-ce que ça va arriver comme ça? On ne le sait pas. Et on regarde le déficit.
Mais vraiment, l'indice, les dépenses publiques sont les mêmes que le programme libéral. Ils vont dépenser autant. La seule raison pour laquelle ils ont un déficit plus petit, c'est qu'ils ont pris un taux de croissance de 3 %. On le sait, c'est pas réaliste. Kevin Page, ancien directeur parlementaire budgétaire, l'a dit, il a donné un C. Mais aussi, pourquoi le déficit est plus petit? Ils font du pelletage dans la province, y compris au Québec, 5 milliards de moins en santé, et on le sait, 6 milliards de moins en services de garde. Donc, c'est pas de la responsabilité financière. Merci. J'ai oublié de préciser pour les gens qui nous écoutent à la maison, c'est votre dernière chance pour nous envoyer des questions parce que c'est le bloc questions du public tout de suite après. Alors, cette parenthèse faite, Madame Péclet, on n'a pas encore votre cadre financier. C'était un de ceux qui n'était pas nommé. J'ai peut-être un petit coup pour vous. Mais ça va être demain que votre parti le présente. Mais bon, ça repose beaucoup, et vous nous l'avez expliqué aujourd'hui, là, sur faire payer les plus riches. Exact. Mais par exemple, vous parlez d'une taxe sur le patrimoine. Beaucoup pensent qu'il y a des risques d'exode des avoirs et que les revenus ne seront peut-être pas au rendez-vous. Est-ce que ce n'est pas un risque dans le cadre que vous allez nous présenter? Nancy, allez-y. Mais notre plateforme ne repose pas que sur un impôt sur la richesse. Je pense que, puis j'avais beaucoup d'autres éléments, comme notamment une taxe sur les biens de luxe. On avait aussi, notamment par rapport à le gain en capital, la lutte à l'évasion fiscale. Donc, je veux dire, effectivement, la taxe de 1 % si ça serait notre seule promesse phare, ça serait peut-être pas viable, mais c'est notre plan est vraiment ambitieux. On parle aussi de la taxe sur les profits excédentaires des compagnies. Puis si je peux vous donner quelques chiffres, là, ici, je les ai regardés. Pendant la COVID, on a eu... les compagnies se sont enrichies, les plus grandes entreprises se sont enrichies dans moyenne 11 milliards de dollars, alors que les PME se sont endettées de plus de 170 000 dollars pour pouvoir continuer. Alors, la vérité, c'est que les grandes compagnies se sont enrichies de plusieurs milliards de dollars, y compris des subventions, notamment les subventions en pétrolière. Alors, l'argent, là, il est là. On parle d'énormes concentrations de la richesse à laquelle j'ai entendu aucun parti proposer des mesures concrètes sur comment on va faire pour aller rechercher l'argent. Et d'ailleurs, c'est une de nos propositions ici, c'est d'aller rechercher l'argent qui ont été versés en bonus aux PDG des grandes entreprises avec les subventions. C'est de l'argent que les gens, c'est de l'argent des impôts que les Canadiens, que les Québécois ont payés, qui sont allés directement dans les poches des grands PDG. Alors, on a plusieurs promesses pour aller justement financer notre Banque canadienne du climat, notre Green New Deal, l'électrification des transports. Donc, je pense que nos mesures sont assez diversifiées, sont quand même assez... Il y en a beaucoup pour pouvoir financer toutes les promesses qu'on fait. Merci beaucoup. Alors, on va avec M. Duhamel. La question, c'est que pratiquement toutes les dépenses du dernier budget libéral sont conservées dans votre cadre financier, à part peut-être les garderies. Mme Châtel en parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, pourquoi avoir fait ce choix et est-ce que c'est un choix qui contribue à retarder l'atteinte de l'équilibre budgétaire, qui est un de vos objectifs? On va clarifier quelques points ici qui sont importants. Premièrement, on parle beaucoup de la position du Canada dans le G7 en termes de santé financière. Il faudrait quand même admettre que la raison qu'on est encore là, c'est parce qu'on a commencé avec un bilan financier. Les libéraux ont commencé avec un bilan financier très solide au tout début du règne libéral en 2015, qui était d'ailleurs le meilleur de tous les pays du G7. Puis je crois que c'était les conservateurs qui étaient là avant. La deuxième chose, nous gardons la même enveloppe budgétaire, mais nous ne dépensons pas l'argent de la même façon. C'est là la grande différence. On axe vers le travailleur, surtout les travailleurs plus démunis qui ont été le plus affectés pour pouvoir les ramener, les inciter le plus rapidement possible à revenir sur le marché du travail pour aider à créer la richesse au Canada. Puis ça, c'est une très, très grande différence. Quand on regarde les budgets libéraux, à chaque année, ils ont augmenté leurs dépenses par 6,5 %. Chaque année qu'ils ont été au pouvoir, on enlève la pandémie parce que ça, évidemment, c'est pas une période normale. On devrait probablement assumer qu'on va peut-être revoir la même chose dans le futur. Dans notre cas, ce qu'on présente plutôt, c'est de dire qu'on va garder une discipline de dépenses. On ne va pas faire de compression, mais on ne va pas non plus augmenter les dépenses plus rapidement que le PNB du pays augmente. Ça, c'est une très grande différence. Le deuxième point que je voudrais aussi clarifier, c'est qu'on parle tout le temps du 3 3 3 3 Il
faut lire le programme. On utilise 1,7 % du directeur parlementaire du budget pour prévoir les revenus qu'on va associer ici. Nulle part dans notre déficit qu'on parle du 3 %, on espère de frapper 3 % en investissant mieux, en investissant en innovation, en investissant dans les travailleurs, en ramenant plus de travailleurs sur le marché plus rapidement. C'est pour ça que le budget aussi est divisé en du court terme pour rapidement ramener 1 million de travailleurs et puis après ça, du long terme pour s'adresser les problèmes d'innovation où nous sommes en arrière par rapport aux pays de l'OCDE. Merci beaucoup. Je passe à vous, M. Jolicoeur. Votre parti, le Parti vert, n'a pas encore de cadre financier non plus. Hier, votre chef au débat nous a dit que ça s'en venait. Alors, on attend. Mais une de vos promesses, c'est notamment le revenu minimum garanti. Vous en parliez tout à l'heure, d'ailleurs, dans vos déclarations. Quand on voit l'ampleur des déficits, est-ce que c'est une promesse qui est réaliste d'un point de vue fiscal, budgétaire? Madame Busetti, merci pour votre question. Et c'est vrai qu'on n'a pas de cadre financier encore et c'est vrai que tous les partis politiques en ont beaucoup à apprendre sur l'utilisation de cet instrument fort important. Puis je voudrais souligner le travail très important du directeur parlementaire du budget. On n'a pas de cadre financier, mais on a une plateforme. Dans notre plateforme, on identifie clairement de nouvelles sources de revenus. Je ne veux pas lancer une pointe au NPD, là, mais j'ai hâte de voir leur cadre financier parce que eux aussi ont puis c'est correct, des programmes très ambitieux, mais il faut que les revenus viennent avec. Pour ce qui est du revenu minimum garanti, il y a beaucoup de programmes sociaux au Canada, puis là, on a vécu une grande pandémie, puis on a dû en mettre en place de nouveaux, puis ça a été compliqué. C'était la panique du côté de Revenu Canada qui s'occupait de la mise en œuvre. À un moment donné, c'était supposé être l'équipe de l'assurance chômage qui s'en occupait. Si on avait eu un revenu minimum garanti en place, on n'aurait pas eu à mettre en place de façon désordonnée toutes ces mesures-là. Il y a moyen de le faire, il y a moyen de le faire progressivement et de façon intelligente. Et c'est la meilleure façon de sortir les familles de la pauvreté. D'ailleurs, je laisse souligner que les libéraux eux-mêmes ont mis en place des crédits pour les familles. C'est une mesure qui a été mise en place par M. Duclos, que je salue ici, qui était mon opposant dans Québec. Et c'est une mesure qui a sorti énormément de familles de la pauvreté. Et ça, c'est un enjeu important au Canada. Donc, ce serait la même chose avec le revenu minimum garanti. Il faut sortir des familles les plus pauvres de la pauvreté. Et ce n'est pas une dépense, c'est un investissement parce que ces gens-là vont participer davantage au marché du travail et leurs enfants vont augmenter leurs revenus à l'avenir. Et collectivement, on va en gagner plus tard comme pays. Merci beaucoup. Et je termine avec vous, M. Garon. Vous le mentionnez tout à l'heure, le 28 milliards en santé, comment c'est important pour votre formation. Mais ce 28 milliards-là annuel, ça représenterait à peu près le 8 % du budget du gouvernement canadien. Est-ce que ce n'est pas de nature à miner encore davantage le solde budgétaire? C'est une très bonne question. D'abord, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que au fil des années, la portion fédérale du financement de la santé a diminué. Et en même temps, le gouvernement fédéral a pris, et particulièrement les libéraux, avec leurs collègues du NPD là, qui les soutiennent, ont pris cette habitude de s'ingérer dans les compétences du gouvernement du Québec. Et ça nous met aujourd'hui dans une situation où les transferts en infrastructure sont compliqués, un ensemble de programmes de transfert sont compliqués. Maintenant, aujourd'hui, qu'on demande, et c'est vrai qu'il y a un coût à ça, et c'est vrai que c'est chiffré dans notre plateforme. Maintenant qu'aujourd'hui, on dit, il faut que Ottawa corrige les erreurs du passé et après les avoir corrigées, les indexe correctement, on nous dit qu'il y a un coût. C'est vrai. Ça envoie un message fort. On a un contrat social au Québec, hein, c'est qu'il faut s'occuper de nos aînés. Il faut s'occuper des gens qui sont malades, qui souvent sont des aînés. Il faut s'occuper de nos garderies, hein, et j'en reparlerai. Et le fédéral a un rôle à jouer là-dedans. Et évidemment, il faut que ça se fasse par transfert inconditionnel. Alors, le message là-dedans, c'est de dire Ottawa doit faire sa job là-dessus avant de se mêler du reste, parce que quand il s'est mêlé du reste, il ne peut pas nous dire qu'il ne reste plus d'argent pour la santé. C'est un message fort, c'est structurel. Maintenant, nous, on les a demandés en 2019. Vous savez, on a un cadre financier sur 3 ans. La proximité des postes de dépenses entre les deux plateformes libérales conservatrices nous montre bien qu'on n'était pas le temps d'avoir une élection. Le directeur parlementaire du budget nous mentionne
que la partie importante du déficit dû à la pandémie va être transitoire. Nous, on reconduit une partie de nos anciennes mesures. Pour les aînés, l'augmentation des pensions fédérales de 110 et aussi, et je conclue là-dessus, on a un plan sur la finance verte qui vont mettre à profit les banques canadiennes qui, depuis 2015, ont investi 700 milliards de dollars dans les énergies sales pour que ce capital-là soit redirigé vers les secteurs prometteurs de l'économie et qu'on ne fasse pas toute la lutte au changement climatique sur le dos du contribuable. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça met fin à nos 4 thèmes et nous arrivons enfin à la période de questions du public. Et c'est pour ça que je regardais mon téléphone, non pas parce que j'étais distraite par autre chose. On m'envoie les questions ici. Et donc, on en a reçu plusieurs. Et des fois, on amalgame certaines questions parce que plusieurs font des questions qui sont similaires. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas nécessairement de nom derrière la question. Ça vient de plusieurs personnes et on a tout tricoté ça ensemble. Alors, donc... cette première question, elle s'adresse à chacun d'entre vous et donc, ça vous aurez 30 secondes pour y répondre chacun. Et je vais aller, on ne m'a pas précisé, mais je vais commencer de ma gauche jusqu'à la droite, puis ensuite, je recommencerai par vous jusque-là si on a une autre question pour tout le monde. Alors, la question va comme suit. En 2020, on atteignait un total de 318 milliards de dollars en investissements directs étrangers dans 6 paradis fiscaux notoires, soit la Barbade, le Luxembourg, les Pays-Bas, les Bahamas, les Bermudes et les îles Caïmans. Le Canada a signé des conventions fiscales avec 3 d'entre eux, ainsi que des accords d'échange de renseignements avec les 3 autres. Alors, est-ce que votre parti respectif s'engage à revoir les conventions fiscales et les accords d'échange des renseignements fiscaux signés par le Canada avec certains paradis fiscaux? Alors, je recommence avec vous, M. Garon. Allez-y. Ça fait partie de notre cas. C'est une très bonne question. C'est une question qui est complexe. Évidemment, c'est des questions qui nécessitent beaucoup de coordination entre les pays. Nous, évidemment, le Bloc québécois, on est un parti de proposition. Et ce qu'on veut, notamment, c'est qu'il y ait un impôt minimal sur les profits de nos sociétés et des profits notamment qui sont faits à l'étranger. Maintenant, et là, évidemment, je raccourcis un peu, mais quand on a des conventions sur l'information avec des étrangers, on considère de facto qu'ils ont payé leurs profits, qu'ils ont payé leurs impôts à l'étranger. Alors nous, ce qu'on veut, c'est de calculer, d'avoir un mode de calcul réel de ces impôts-là. Je vois Luc arriver avec les modalités, de telle façon à pouvoir taxer les profits qui n'ont pas été taxés à l'étranger. Merci. C'est beaucoup plus court, 30 secondes. C'est un sprint. Oui, allez-y, on sprint, Mme Péclet. Oui. En fait, c'est une partie intégrante, justement, de nos propositions fiscales. C'est sûr que la lutte à l'évasion fiscale et à l'évitement fiscal est fondamentale pour aller rechercher tous ces milliards de dollars-là. Donc, non seulement s'attaquer aux échappatoires fiscales, donc une réforme de la loi sur l'impôt, mais aussi, justement, investir massivement de l'argent pour l'Agence du revenu du Canada pour rapatrier ces milliards de dollars-là. Donc, définitivement, c'est un point tournant et je pense que dans mon discours, la concentration des richesses inclut aussi les paradis fiscaux. Merci, M. Duhamel. Absolument. Les conventions fiscales doivent être respectées, l'échange d'informations doit être respecté. C'est une des choses qui a changé, d'ailleurs, grâce à vous, entre autres, à l'OCDE, d'être capable de faire avancer et de s'assurer que les gens payent leur juste part et de donner les outils à l'Agence du revenu du Canada de partir après les fraudeurs fiscaux qui utilisent ce genre d'endroits de paradis fiscal. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a beaucoup de fonds de retraite, par exemple, de caisses de retraite au Canada qui utilisent beaucoup les îles Caïmans pour des raisons d'optimisation dans la façon qu'ils peuvent faire les investissements et qui ne payent pas d'impôts parce que ce sont des caisses de retraite. Merci beaucoup. Allez-y, Mme Les ententes d'échange d'informations sont la clé, en fait, pour la lutte contre l'évasion fiscale. Hein? On a besoin d'échanger l'information, on a besoin de savoir c'est qui a ces comptes-là. Donc, ça, c'est un outil qu'on a développé au cours des années qui est fondamental pour cette lutte-là. Mais au-delà de la fraude fiscale puis l'utilisation des paradis pour aller cacher nos argents, il faut s'entendre, puis ce qu'on a fait avec 134 pays à l'OCDE, pour que peu importe où les grandes multinationales ont leurs profits, ils vont être imposés globalement au minimum à 15 %. C'est fini la récréation. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit par Mme Châtel. Ça fait partie de la solution. L'autre chose, il faut comprendre que certaines de ces conventions-là sont un leurre. Il y a des sociétés écrans, c'est complètement inacceptable. On doit s'attendre plus de transparence des entreprises
quand c'est justifié, dans certains cas bien précis, d'utiliser les paradis fiscaux, il faut que ça se fasse de façon transparente. C'est fini le temps des cachettes. Et il faut qu'il y ait des pénalités sévères pour ceux qui cachent de l'argent dans les paradis fiscaux. Merci beaucoup. Je réalise que j'ai un peu oublié de mentionner quelles sont les modalités de réponse à la période des questions. Alors, je le dis, si les questions sont adressées uniquement à un candidat, vous aurez 1 minute pour y répondre. Mais si elles sont adressées à tous d'entre vous, alors je donnerai 30 secondes. Si c'est seulement à un candidat, je me réserve le droit d'accorder peut-être un droit de réplique à certains d'entre vous si vous êtes visés par certaines des réponses qui ont été données. Voilà, c'est dit. Alors, l'autre question qui aussi s'adresse à chacun d'entre vous. Donc, on va faire un autre tour de table. Je commencerai par vous, Mme Peclet, cette fois-ci. Alors, pouvez-vous expliquer concrètement votre plan de tarification de la pollution? Alors, c'est pas mal dans le ton. On monte le prix du carbone de combien? Sur quel horizon? Et si on utilise un autre mécanisme, par exemple, comme le compte d'épargne vert que propose le Parti conservateur, comment ça fonctionne? Alors, on commence avec vous, Mme Peclet, 30 secondes. Vite! OK, d'accord. Donc, on commence. La première chose, c'est que, oui, effectivement, la tarification sur le carbone est un des moyens pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Mais dans notre plateforme, puis peut-être éventuellement, j'aurai le temps d'en parler plus, on veut aussi aller par secteur. Donc, vraiment limiter les émissions par secteur parce qu'on sait qu'il y a des secteurs qui émettent beaucoup plus. Et il me reste 5 secondes. Donc, oui, ça fait partie de notre plateforme et je pourrais peut-être en dire un petit peu plus tard. OK, désolée. C'est vraiment très rapide. Monsieur Duhamel, vous avez été directement touché là, par le compte d'épargne. Allez-y. Directement touché le compte d'épargne. Oui. On met un plafond sur la taxe de carbone à 50 $ pour s'assurer de faire une transition qui ne soit pas trop onéreuse pour tous les consommateurs canadiens. Elle doit être faite et on va l'encourager. Le compte d'épargne a été fait pour s'assurer que ce soit les individus qui puissent décider par eux-mêmes et ceux qui polluent le plus ont le plus d'incitatifs à changer leur façon d'opérer pour être capables justement d'arriver aux objectifs qu'on s'est mis, aux objectifs de Paris, qui n'ont jamais été réalisés jusqu'à maintenant par les libéraux. La tarification sur le carbone, c'est pas simplement un levier, c'est le levier principal pour encourager toute l'économie, tous les secteurs à faire un virage. On mise sur 170 $ la tonne de carbone. C'est ambitieux, mais c'est ce que ça prend, c'est de l'ambition. Et le rapport de l'OCDE, qui est quand même quelques mois déjà, dit qu'en bas de 90 $ canadiens, on va manquer notre cible. Donc, le 50 $, il est à retravailler sérieusement. Et aussi les importations, il ne faut pas les oublier. On a une tarification ici, mais quand on a des biens qui sont importés, de payer à peu de fiscalité, il faut s'assurer qu'ils soient tarifés. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. D'abord, la question des incitatifs des conservateurs, là, je ne sais pas où on a étudié l'économie, là, mais il me semble que ça devrait être exactement l'inverse. Moins tu pollues, plus on te récompense, et non plus tu pollues, plus on te récompense. Ensuite, pour ce qui est de la taxe sur le carbone, c'est un instrument essentiel. Nous, on l'augmente de 25 $ par année. Si c'était rien que de moi, ce serait plus que ça. Oui, pour les tarifs, c'est très important d'avoir des tarifs sur les produits polluants. Merci beaucoup. Il n'y avait pas le chronomètre, mais je l'ai compté dans ma tête. Vous êtes dans les temps. Monsieur Garon, allez-y. Pour la tarification du carbone, ça relève de Québec. On a notre propre système. Alors, je vous dirais que nous, on est en faveur d'un système de péréquation verte qui reconnaît le rôle des provinces dans la transition énergétique et qui va pénaliser celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre au profit des autres qui sont plus vertes. On pense que les banques devraient afficher l'endroit où ils mettent l'argent des épargnants canadiens, notamment sous forme de prêts. 700 milliards dans l'énergie sale depuis 2015. On pense qu'il faut pénaliser l'investissement retraite dans les investissements sales et on pense aussi qu'il faut cesser de subventionner 11 milliards par année sous les libéraux de subventions au pétrole. Ça doit cesser. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai ici une question, j'ai une série de questions pour des candidats spécifiques. Alors, la première que j'ai, c'est pour vous, M. Duhamel. Donc ça veut dire que vous avez 1 minute pour y répondre, donc un petit peu plus de souffle. Alors, vous avez mentionné que le Canada se situe au 4e rang dans la liste des pays imposant les plus lourds fardeaux fiscaux. Quels sont vos plans concrètement pour diminuer le fardeau fiscal des contribuables et à quel rang, dans le fond, voudriez-vous que le Canada se situe à la suite d'un premier mandat conservateur?
Le Canada est devenu le quatrième après l'arrivée des libéraux, pas des conservateurs, des libéraux en 2016, où le taux est arrivé au même niveau que la France ou le Japon. Un taux plus compétitif nous amènerait au moins au milieu de l'ensemble des pays de l'OCDE. On a besoin de ça pour encourager une croissance économique parce qu'on sait très bien que c'est ce qui va attirer, par exemple, les grands chercheurs, les grands investisseurs, les entrepreneurs dans un environnement fiscal qui est plus attrayant pour eux pour être capables de réaliser leurs entreprises. C'est un levier économique qui est important, qui est utilisé partout. Ça ne veut pas dire qu'on paye moins d'impôts, qu'on paye moins de taxes en général, mais comme société, on crée plus de richesses qu'on peut après mieux partager entre nous. Merci beaucoup. La prochaine question, elle s'adresse à vous, Madame Châtel. Alors, vous proposez d'instaurer un impôt minimum effectif de 15 %. Vous en avez parlé à quelques reprises aujourd'hui, pour les personnes dont le revenu impôt... Ah non, excusez-moi, c'est autre chose. Alors, un impôt minimum effectif de 15 % sur les personnes dont le revenu imposable est supérieur à la tranche d'imposition la plus élevée, mais qui s'organisent pour qu'ils n'en payent pas trop, finalement. Alors, en quoi c'est différent de l'impôt minimum de remplacement déjà en place? Oui, bien, c'est une bonne question. C'est une nouvelle mesure. Il va falloir l'étudier. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup à l'OCDE en train de regarder l'impôt minimum des géants du numérique et des géants du Web. C'est pas la même chose que l'impôt minimum de remplacement parce que ça, il y avait beaucoup de calculs qui devaient être faits qui n'étaient pas tout à fait efficaces. Alors, c'est un nouvel impôt, mais évidemment, il va falloir l'étudier. Pour moi-même aussi, d'ailleurs, comme nouvelle candidate, je vais devoir me mettre à jour dans ces dossiers-là. D'accord, OK. Alors, la prochaine question, celle-là, elle s'adresse à la fois à vous, M. Garon, et à vous, Mme Péclet. Alors, M. Godbout en parlait de faire en sorte que les mesures fiscales puissent être mises en application par les agences fiscales. À cet égard, comment serait-il possible de taxer davantage les entreprises et qui auraient profité de la pandémie? Comment on les identifie, par exemple? Alors, je commence par vous. Allez-y. D'abord, nous, on reprend une mesure qui a été chiffrée par le directeur parlementaire du budget. Alors, il y a certains secteurs qu'on peut identifier statistiquement où il y a eu du profit, où les profits se sont accrus pendant la pandémie. L'intérêt de ça, c'est qu'on sait que souvent, l'assiette fiscale peut être très mobile, le capital peut être très mobile, mais pour ça, on a les chiffres. C'est du passé. On est capable, nous, de convaincre et de bien vendre à l'économie canadienne le fait que les circonstances étaient extraordinaires et que cet impôt extraordinaire-là sur les profits supplémentaires, ça va être fait une seule fois, que ce sera temporaire et on l'étale sur 5 ans. Alors, il y a certains secteurs où les profits ont augmenté, ou d'autres, ils ont diminué. Les agences fiscales ont les chiffres. Évidemment, nous, on a ça en agrégé et on les identifie de cette façon-là par le taux et le pourcentage de profit. En économie, on appelle ça une rente ou du surprofit. Il y a des règles de calcul pour faire ça. OK. Madame Péclet, allez-y. C'est à vous. Vous avez 1 minute. Parfait. Oui, bien, effectivement, comme mon collègue du Bloc québécois le mentionne, lorsque je parle de grandes sociétés canadiennes, là, on s'entend, il y en a 34, plus ou moins. En fait, il y en a une trentaine au Canada. Je parlais aussi des petites et moyennes entreprises. Donc, il faut vraiment faire la différence entre la taxation des grandes entreprises, qui est complètement différente de celle des petites et moyennes entreprises. Donc, quand je parlais d'une taxe sur le profit excédentaire, que mon collègue là, parle de surplus, je suis avocate, je ne suis pas économiste, c'est que je me fie à mon collègue. Dans le fond, donc, ça serait vraiment, j'imagine, une comparaison entre les états financiers pré-COVID versus pendant la COVID. Je vous donne un exemple. Les Netflix et les Amazon de ce monde ont fait des milliards de dollars de profit pendant la pandémie et ne payent pas d'impôts. Et la taxe qui a été mise en place là, sur les services numériques dans le dernier budget des libéraux va seulement taxer la place de marché. Donc, ça va s'appliquer à eBay et compagnie, mais pas à Netflix et Amazon. Donc, il va vraiment falloir aller chercher des mesures pour taxer ces profits-là dans certains domaines. Merci beaucoup. Et on me dit qu'on a une dernière question et elle s'adresse encore à vous, M. Garon. Alors, vous proposez un programme de péréquation, oui, verte. Alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Est-ce intégré au programme de péréquation actuel là, qui existe déjà? Et comment peut-on pénaliser les provinces polluantes qui ne reçoivent pas de péréquation?
Alors, dans le fond, là, c'est qu'on aurait, on aurait un montant qui serait pris du programme de péréquation régulier, dans le fond. Donc, ça diminue le coût du programme. Le programme de péréquation, ça ne va pas d'une province à l'autre. Hein, c'est un programme de dépenses. Alors, on réalloue une somme et cette somme-là est reversée aux provinces en fonction, et là, il faudrait déterminer une règle. Alors, nous, on l'a budgété en fonction des émissions, par exemple, des émissions per capita. Ça vient, ça, ce programme-là, reconnaître le fait, d'abord, que les prix relatifs dans des biens sales, des biens propres qu'on produit, c'est important, là, qu'il faut tarifer ça, mais aussi que les politiques d'investissement des États provinciaux jouent un rôle là-dedans. Alors, on le prend dans ce budget-là de péréquation. Là, nous, le Québec, on soit de la péréquation, on accepte ça et on redirige l'incitatif pour que ce soit vert. Et au net, là, lorsqu'on fait le budget, on est même capable de tirer un revenu de ça et de baisser, dans le fond, la somme totale de la péréquation. Les deux programmes sont intégrés, l'un remplace en partie l'autre et nos constitutionnalistes nous disent que c'est tout à fait viable avec la Constitution actuelle. Bien, merci beaucoup. Alors, c'était la dernière question du public que nous avions. Alors, c'est maintenant le temps des conclusions. Alors, on vous donne chacun 60 secondes pour faire votre dernier pitch, comme on dit en bon français. Alors, dans l'ordre, ce sera M. Jolicoeur, Mme Péclet, Mme Châtel, M. Garon et enfin, pour terminer, M. Duhamel. Alors, M. Jolicoeur, la parole est à vous. Vous avez 60 secondes. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais réitérer mon message principal. On a un risque de dérèglement climatique. Dans le monde financier, les risques, ça se calcule dans le moment en fonction de l'importance de ce risque-là. Ce qu'on fait comme mesure de protection est nettement insuffisant. Alors donc, il faut s'y adresser et ça prend un plan de relance verte. Et pour financer ce plan de relance verte-là, il y a moyen de mettre en place des mesures fiscales qui vont être équitables, qui vont viser les grandes sociétés qui se sont enrichies et qui vont viser les citoyens plus fortunés, mais de façon équilibrée et de façon prévisible. Ce qui attire des gens au Canada et des entreprises au Canada, c'est pas le taux de taxation le plus bas, c'est les programmes sociaux, c'est la sécurité, pas se faire tirer dans les rues, et c'est la qualité de la vie, donc un environnement propre, un environnement sain, et c'est un salaire décent. C'est ça qui attire les travailleurs et les entreprises. Merci beaucoup. Mme Péclet, à vous la parole. Bien, écoutez, vous avez tous un choix à faire. On vit une crise climatique sans précédent qui, malheureusement, va continuer à faire des ravages au Canada et ailleurs dans le monde. On vit aussi une crise pandémique et il faut se poser la question, dans quelle société vous voulez vivre post-pandémie? Quelle société vous voulez léguer à vos enfants ou à vos petits-enfants? Il faut avoir une vision ambitieuse et inclusive. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est justement ça, c'est osons ensemble investir massivement dans nos programmes sociaux pour lutter contre les inégalités, pour justement faire en sorte que la justice climatique et la justice sociale soient les fondements mêmes de cette société-là. Puis je sais que vous aussi, vous en rêvez. C'est comme si aujourd'hui, là, les libéraux viennent de se réveiller 6 ans plus tard. Ils avaient le choix dans les 6 dernières années de lutter contre les changements climatiques, mais ils ont fait le choix d'acheter un pipeline et de donner des milliards de dollars aux subventions. Aujourd'hui, c'est votre choix. Est-ce que vous voulez continuer avec ça ou vous voulez aller de l'avant pour une société plus juste et plus égalitaire? Bien, justement, la parole est à vous, Mme Châtel. Allez-y. Oui, en fait, le choix est clair. Et j'espère qu'avec le débat, vous avez compris que le Parti libéral, c'est une équipe qui a à cœur la finance et qui sont des gestionnaires financiers responsables. Nous misons sur une croissance de la classe moyenne, des petites et moyennes entreprises et qui ne laisse personne derrière. Lutter contre les injustices sociales, c'est au cœur de notre programme, avec le logement abordable, la santé pour tous, nos aînés, nos jeunes, les communautés autochtones, les discriminations. Il faut vraiment travailler sur une société qui ne laisse personne derrière et aussi ne pas manquer cette opportunité parce que, oui, les changements climatiques et le vieillissement de la population sont 2 grands défis qui nous attendent. Mais il faut saisir aussi les opportunités de croissance extraordinaires que cela peut représenter. Merci beaucoup. M. Garon, allez-y. Le Bloc québécois défend les intérêts
de la nation québécoise, défend aussi les consensus de l'Assemblée nationale du Québec. Et à la Chambre des communes, nous sommes un parti de proposition. On en a fait beaucoup. Elles ont été écoutées. La subvention au loyer des PME, par exemple, on y a participé. M. Morneau nous en a remercié. Nous sommes un parti de proposition. Maintenant, on est chanceux parce que au Canada, on n'élit pas un président. On est dans un système parlementaire qui nous permet, dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, de faire avancer les intérêts du Québec, de faire des propositions, d'avoir des avancées et d'avoir un bilan pour les Québécois. Un bilan que nous, on est très contents de partager parce qu'on est content qu'il y ait des résultats. Nous, ce qu'on demande aux Québécois dans une grande période d'incertitude, en un moment où on risque d'avoir un gouvernement minoritaire, c'est d'envoyer le plus de bloquistes possible à Ottawa, de façon à ce que la table de décision puisse être surveillée et qu'on puisse regarder et surveiller les résultats qu'on obtient de cette table de décision-là une fois que la porte est fermée. Merci. Le dernier mot, il revient à M. Duhamel. Allez-y. Merci. Nous sommes à la croisée des chemins. Après 6 ans de belles paroles de M. Trudeau avec très, très peu de résultats, il est maintenant temps de commencer à mettre en place une approche pragmatique, surtout pour capturer les opportunités qui se présentent après la crise de pandémie qu'on a eue, qui était incroyablement énorme et beaucoup d'impact. Notre programme vise à rétablir un équilibre entre les travailleurs et les employeurs pour assurer que les travailleurs aient leur place auprès des entreprises et assurer la croissance économique, une participation à la croissance économique du pays. C'est important pour nos inégalités sociales. C'est la meilleure façon de sortir les plus démunis de leur situation, c'est en étant capable de les amener à créer la richesse avec le restant du pays. C'est aussi important pour la lutte des changements climatiques. On a besoin d'avoir les moyens pour être capable de faire cette transition-là qui est extrêmement importante. On ne peut pas faire juste des promesses irréalisables. Et puis c'est important en termes de développement technologique pour le pays. Nous faisons face à une crise démographique qui va nous forcer à utiliser de plus en plus des développements technologiques qui vont être importants pour nous. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'est ce qui met fin à notre journée. Je pense que merci d'abord de vous être prêtés au jeu. Je pense que ça nous éclaire tous un petit peu. Et j'invite tout le monde, évidemment, à aller voter le 20 septembre prochain. Luc, je vous laisse le dernier mot de la fin. Parfait. Merci, merci Hélène. Alors, j'espère que l'activité vous a plu, que ce midi débat électoral a réussi un tant soit peu à éclairer votre choix. Au nom de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, j'aimerais faire quelques remerciements. En premier lieu, aux candidats et candidates qui se sont présentés ici aujourd'hui. On est conscient que vos agendas sont assez bien remplis par les temps qui courent, ce qui rend encore l'appréciation du temps que vous avez consacré à la discussion encore plus important. Merci à Hélène Buzetti, qui a animé ça de main de maître et qui a rendu le tout fluide, agréable et efficace. Un merci à nos partenaires, donc partenaires financiers, la PFF, je l'ai dit tantôt. Même chose pour nos partenaires de diffusion, l'Association des économistes québécois, Cercle Finance Québec, le Cyrano, l'Ordre des CPA du Québec. Une mention spéciale à ceux qui travaillent dans l'ombre à la chaire qui rendent possible l'événement. Puis, finalement, un remerciement à vous, les participants, devant vos écrans, qui êtes toujours très nombreux à participer aux activités de la chaire et qui justifie notre décision d'en organiser chaque fois un peu plus. Donc, pour une raison ou une autre, vous êtes allé au micro-ondes chercher votre lunch, un enfant vous a dérangé, vous avez manqué un bout de l'activité. Pas de panique. Le midi débat va être sur notre site web. Vous pourrez le réécouter si vous voulez. Donc, je vous invite à aller le consulter au besoin. Je vous invite aussi à suivre les réseaux dans les prochains jours. La chaire va faire, comme on l'a fait dans les élections précédentes, un petit quelque chose autour des cadres financiers des partis politiques à l'approche du vote. Donc, dès qu'on finit, dès qu'on les reçoit, les derniers, on les met ensemble puis on va essayer de présenter un portrait afin de vous éclairer. Et comme l'a dit Hélène, dans le fond, je vous rappelle, le jour du scrutin, c'est le 20 septembre prochain. Le vote par anticipation a commencé aujourd'hui. C'est bon jusqu'à lundi. Le vote par la poste est bon jusqu'au 14 septembre, alors que vous votiez le 20 par anticipation ou par la poste. Je vous dis, l'important, c'est donc d'aller voter. Merci à tous. Merci. Merci. Salut.